Notre atelier pour cette 25e édition des Assises de la sécurité, cybersécurité, on va dire maintenant. Ça ne rajeunit pas, 25 ans, le temps passe, mais c'est toujours avec un grand plaisir qu'on retrouve nos partenaires, nos clients et nos collègues au sein de cet événement très important. Alors nous allons passer 45 minutes ensemble ce matin. Alors ces 45 minutes, on a pris parti de ne pas vous noyer sous une présentation PowerPoint avec une cinquantaine de slides. On a vraiment décidé ce matin de vous présenter la vie réelle de ce que la cybersécurité représente pour des sociétés et notamment pour deux sociétés qui vont nous faire un retour d'expérience sur la mise en place de solutions de cybersécurité proactive, deux sociétés, comme vous le verrez dans la présentation un petit peu plus tard, qui ont pignon sur rue dans leur domaine d'activité respectif. Alors avant de démarrer, je voudrais juste faire un petit constat qui vous paraîtra très évident pour certains d'entre vous, mais qui nous aidera très certainement à poser les débats et la teneur, et détailler un petit peu la teneur de nos échanges ce matin avec mes invités. Alors, tout d'abord, je ne vous apprends rien en disant que depuis quelques années, le paysage de la cybersécurité est confronté à une double pression. D'un côté, l'explosion de la complexité des systèmes d'information, on parle du cloud, on parle du travail hybride, on parle de la multiplication des endpoints, mais également aujourd'hui de nouveaux venus avec l'intelligence artificielle agentique qui augmente d'autant plus les surfaces d'attaque auxquelles nos clients sont exposés aujourd'hui. Et de l'autre côté, une sophistication croissante des menaces, à savoir que les cybercriminels ont affiné leurs méthodes, leurs procédés, leurs techniques. Ils utilisent aujourd'hui des outils complètement légitimes pour rentrer dans les systèmes d'information et à des fins complètement malveillantes. Ils vont être capables de se déplacer latéralement, les rendant très difficilement détectables. Ils vont identifier les failles de cybersécurité ou de sécurité en général avant que celles-ci ne soient divulguées et développent ainsi des malwares que l'on va qualifier de malwares polymorphes, qui sont de plus en plus compliqués à résoudre. D'autre part, on constate également que les attaques de type ransomware aujourd'hui sont les attaques les plus constatées par nos clients. Alors aujourd'hui, on voit également une croissance exponentielle des attaques de type ransomware dites remote, ou à distance en bon français dans le texte. Alors, ces attaques-là sont plus difficilement détectables et encore plus difficilement solutionnables, puisque l'on constate que la majorité des acteurs sur le marché de la cybersécurité ne trouvent pas encore la parade et la réponse à ces attaques de type ransomware remote. On voit également que les victimes d'attaques sont généralement confrontées elles-mêmes à de multiples difficultés opérationnelles. À savoir, la première difficulté opérationnelle est le manque de ressources, le manque d'expertise en cybersécurité et le manque de ressources en général. Parfois, certaines sociétés n'ont pas la possibilité de recruter des experts en cybersécurité. On a la chance d'en avoir deux avec nous aujourd'hui, mais pour certains clients, aujourd'hui, c'est une vraie problématique de pouvoir staffer des équipes en cybersécurité. Et par ailleurs, des problématiques de sécurité et d'utilisation des outils de cybersécurité qui sont mis à leur disposition, qui sont généralement pas toujours en adéquation avec leur métier ou avec leurs attentes, ou qui sont, quand elles sont disponibles, pas toujours de bonne qualité. Alors il y a une nécessité aujourd'hui et un constat évident de devoir faire évoluer les solutions de cybersécurité vers des solutions beaucoup plus efficaces, mais très certainement plus proactive. Donc on va parler énormément de proactivité ce matin. Alors dans ce contexte, aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants de valeur. Je vais les laisser se présenter par la suite, mais laissez-moi vous les présenter. Donc Patrick Blanc-Luet de la société Caliante. Bonjour. Bonjour. Et puis Clément Motil de la société Shadow. Oui, bonjour. Enchanté. Bonjour à tous. Bonjour messieurs et merci pour votre participation ce matin. Alors je vais laisser Clément et Patrick se présenter. On va commencer par l'ordre alphabétique. P comme Patrick. Ça marche, merci. C comme Clément, bien sûr. Bonjour à tous. Patrick
Patrick Blanc-Lehé, directeur de la sécurité de l'information chez Quadient. Quadient, vous connaissez peut-être la société sous son ancien nom Néopost. On a changé de nom il y a à peu près 4 ans pour symboliser la nouvelle stratégie. Donc on est une entreprise industrielle, un groupe français qui travaille à l'international avec 3 lignes de produits principales, du courrier papier, la machine à affranchir, des plieuses inséreuses, avec une deuxième ligne de produits qui est des plus mainstream, avec des consignes automatiques où vous pouvez recevoir vos colis à la place d'un relais colis. Et enfin, une branche logicielle avec toute une série, tout un panel d'applications autour de la digitalisation d'entreprise. Donc c'est une entreprise qui est, comme je l'ai dit, française, très présente à l'international. On sait 5000 personnes, la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, 3 sites industriels qui sont dans mon scope, et une partie solution qui n'est pas tout à fait dans mon scope, mais on en parlera longtemps plus tard. Merci Patrick. Clément? Oui, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, quant à moi, je suis Clément Motil et je représente ce matin la société Shiseido. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une société de cosmétiques japonaise fondée il y a maintenant plus de 150 ans. Donc, on a quand même un fort héritage sur ces valeurs un peu japonaises. J'en ai listé quelques-unes. Je vais passer sur la présence mondiale. On va dire, on est à peu près du même ordre de grandeur en termes de présence que mon collègue. Je vous ai marqué deux motos qu'on a et que je trouve assez intéressants pour représenter la société. Le premier, c'est Beauty Innovation for a Better World. Donc en fait, notre objectif, c'est au travers de la beauté que les gens se sentent mieux, tout en conservant un aspect de durabilité pour notre environnement et pour le monde de manière générale. Donc ça, c'est des choses qui résonnent beaucoup dans la culture japonaise et qu'on essaye de transmettre, on va dire, au travers de notre entreprise et de nos produits. Et peut-être pour aussi faire un petit complément, Shiseido, donc c'est une marque de cosmétiques, mais le groupe Shiseido ne concerne pas que la marque Shiseido, puisqu'on distribue également du maquillage au travers de marques comme NARS, ça vous parlera peut-être, et également des parfums avec des distributions de parfums comme Issey Miyake, comme Narciso Rodriguez, voilà, des choses peut-être un peu plus connues qui sont dans l'écosystème Shiseido et qu'on essaye de promouvoir au mieux en conservant ces valeurs. Le deuxième élément que je voulais aussi vous partager ce matin et qui va être un peu plus en lien avec notre sujet cyber, c'est un motto qu'on a défini il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on a pour volonté d'être the most trusted beauty company in the world. Et donc ça, c'est quand même une chose forte, parce que c'est pas parce qu'on fait des crèmes qu'on ne peut pas être, on va dire, à la pointe en termes de cybersécurité. Et donc ça, c'est un peu ce qui a marqué aussi l'accélération de notre volonté de se développer en cyber, et notamment l'implémentation du Global SOC qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, très bonne présentation, messieurs. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de slides, hein. C'était le dernier slide qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va rentrer dans un jeu maintenant de questions-réponses. Messieurs, on est entre amis. Si vous ne voulez pas répondre à mes questions, vous n'êtes pas obligés. Maintenant, l'objectif, c'est de partager avec l'audience votre expérience quant à la mise en place de votre politique de cybersécurité, votre posture de cybersécurité. Et on va prendre en fait le cheminement que vous avez eu depuis la page blanche, on va dire, hein, le schéma directeur, jusqu'à la sélection de la solution que vous avez choisie, en passant après par le déploiement, plus l'exploitation et l'évolution de cette solution. J'ai plusieurs petites questions. La première, on va commencer tout simplement par le début. J'aime bien cette petite phrase, hein, j'aime bien commencer par le début et le commencement. Patrick, quels étaient les grands enjeux, quelles étaient les grandes directions, les grandes contraintes auxquelles vous étiez exposés, et en fait, quand vous avez démarré pour vous dire, il va falloir que l'on mette en place une solution de cybersécurité, quelles étaient vos attentes?
Alors, l'histoire commence un peu il y a 4 ans, au moment du changement de nom. Effectivement, moi j'avais pris le poste il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans seulement. J'avais pas de prédécesseur à plein temps. Un des forts changements au moment du changement de nom a été les décisions de rendre l'IT complètement transverse, de même que les RH et que les finances, alors qu'on avait un héritage très hétérogène lié à des filiales pays indépendantes, une croissance externe avec un maintien d'indépendance au niveau des différentes sociétés rachetées, et donc un IT multiple, complètement décentralisé et complètement varié. Donc un des gros challenges depuis ce changement de nom a été justement le travail d'harmonisation, le travail de gagner une vision globale sur notre IT. Et on va dire c'est l'élément principal dont tout découle. J'aime bien l'aspect transversabilité. On parlera tout à l'heure de gouvernance, ce sujet très à la mode, et le fait que effectivement la cybersécurité devient un élément important dans les décisions stratégiques des sociétés. Clément, même question, contexte Ouais, moi si je peux peut-être démarrer par une anecdote. Il y a 4 ans, on a participé aux assises avec mon collègue et on était en pleine réflexion sur ce modèle de Global SOC. Et on est parti voir les équipes SecureWorks à l'époque et on leur a demandé, voilà, nous aujourd'hui, nos principales préoccupations, ça concerne plutôt la sécurisation de SAP. Dans le Global SOC, on aimerait faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et en fait, SecureWorks nous a répondu, on ne fait pas circuler, il n'y a rien à voir. Donc, et en fait, la réponse, voilà, ça peut paraître un peu brut comme ça, mais ça nous a fait beaucoup réfléchir sur le modèle qu'on voulait et on s'est finalement orienté sur un modèle très centré sur l'utilisateur. En gros, plutôt que de protéger SAP qui est dans une infrastructure qui est plutôt isolée et assez difficilement accessible, on s'est dit on va plutôt privilégier la protection de l'utilisateur qui est en fait la porte d'entrée pour un attaquant, ou en tout cas une des portes d'entrée. Et donc on s'est orienté sur ce modèle un peu MXDR que Taegis proposait. Et nous, notre idée, c'était vraiment, au travers de ce modèle, de couvrir l'ensemble des régions du groupe Shiseido, puisque moi j'appartiens à la région IMIA, mais j'ai des collègues en Chine, en Asie-Pacifique, au Japon, en Amérique, et on voulait quelque chose, un modèle qui soit unifié et qui permette de mettre chaque région au même niveau et à l'état de l'art sur ce modèle, on va dire, de protection utilisateur. Donc voilà, nous, notre objectif, c'était véritablement ça, de protéger l'utilisateur au travers de son endpoint et d'avoir, on va dire, quelque chose d'unifié et au même niveau pour toutes les régions. D'accord, très bien, merci. Alors une fois que le contexte, les objectifs sont définis, je pense que vous avez été confronté à effectivement une pléthore de solutions disponibles sur le marché. Quel a été votre cheminement pour la sélection, votre prise de décision en fonction des différentes offres que vous pouvez y voir sur le marché? En fait, on a eu un cheminement qui est un petit peu particulier en l'occurrence. Donc avec la nouvelle définition, la nouvelle organisation, on a mis en place un nouvel operating model. Un des éléments initiaux était la définition d'une réponse à incident globale et robuste. Et un des éléments qui nous avait semblé critique à l'époque était d'avoir déjà en place un contrat avec une société qui faisait de la réponse à incident et qui soit capable de nous assister le jour où on avait un vrai pépin. Et donc, à l'époque, on avait fait effectivement un processus complet d'appel d'offres où, c'était SecureWorks à l'époque, avait fait partie de la shortlist et avait été retenu comme partenaire privilégié dans le domaine de la réponse à incident. 1 an plus tard, quelque chose comme ça, on a fait face à un incident significatif qui n'a pas eu d'impact majeur, on croise heureusement, mais qui a été une sorte de réveil pour le CIO de l'époque. On a vu l'efficacité des outils mis en place par la société, par la réponse à incident, pour nous donner de la vision sur ce qui se passait et nous aider à résoudre le problème. Et donc ça a été presque un choix normal de dire cet outil-là, on va le déployer globalement. D'accord, très bien. Donc effectivement, la connaissance de l'environnement et puis l'expertise par rapport à la réponse aux incidents constatés était un élément déclencheur pour vous. C'est ça. Bon, même question. Ouais, j'ai des choses qui se recoupent effectivement avec Patrick. La notion de réponse à incident, nous on voulait aussi un prestataire qui soit capable de nous accompagner de bout en bout.
c'est-à-dire de la détection jusqu'à de l'éventuelle gestion de crise si c'était amené à se passer. Moi, je rajouterais peut-être 2 éléments. La notion de tarif, puisqu'en fait, on sortait d'un modèle un peu old school avec un SIEM, des règles de corrélation, des choses avec des licences un peu coûteuses. Et là, finalement, le modèle avec un MXDR en termes de coût était quand même beaucoup plus avantageux. Et les 2 autres éléments que je rajouterais, c'est la notion de planning de déploiement, puisqu'en fait, en l'espace de 8 à 10 semaines, on était capable d'avoir une première couverture assez significative en termes de sécurité. Et donc ça, sur des régions qui peuvent être un peu moins matures que d'autres, en fait, tout de suite, on avait un quick win de se dire on protège déjà des utilisateurs et du business. Donc ça, c'était véritablement aussi un atout. Et le dernier élément que je rajouterai, c'est aussi l'accompagnement et la présence mondiale. Aujourd'hui, Shiseido, c'est un groupe japonais. Donc si j'étais parti voir le headquarter au Japon en leur disant je veux que le Global SOC soit fait par une société franco-française, je pense que les portes auraient été fermées directement. Et donc là, c'est vrai qu'à l'époque, quand on arrive et qu'on parle de Dell SecureWorks, tout de suite ça résonne. Et je pense que Sophos c'est un peu dans la même veine aujourd'hui. C'est des noms qui parlent à un grand nombre d'interlocuteurs sur des présences mondiales et qui ont également des capacités à aller adresser des marchés localement. Nous, les équipes Sophos sont présentes au Japon et donc peuvent directement discuter avec mes homologues au Japon. Et ça, aujourd'hui, c'était véritablement un atout comparé à d'autres acteurs qui étaient peut-être un peu plus centrés sur un marché occidental. Je vais rajouter à l'expertise donc la couverture internationale. Alors, une fois qu'on a sélectionné une solution, il faut la déployer. Messieurs, c'est la partie la plus simple, hein, j'imagine. Comment ça s'est passé? Des problèmes? N'hésitez pas s'il y en a eu. Il y en a eu un peu, mais pas... Il y en a toujours. Il y en a toujours. Non, honnêtement, ça a été une expérience très très positive. Donc, SecureWorks à l'époque nous a accompagnés dans le déploiement. On a parfaitement tenu les engagements initiaux sur le déploiement sur les postes de travail. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, on est parti de 0 à une couverture de 100%. Donc, je disais tout à l'heure, à peu près 5000 postes. Avec la vision complète gagnée. Donc ça, c'était déjà une réussite parfaite. Ça a été un petit peu plus douloureux sur la partie serveur. L'agent de l'époque était un petit peu lourd. Et donc, nos équipes opérationnelles ont trouvé qu'il y a sur certaines configurations, ça avait un impact notable. Par contre, ce qui a été magique, c'est que 3 mois plus tard, ils ont annoncé la capacité de s'interfacer avec SentinelOne. Or, on avait déjà SentinelOne comme antivirus sur tous les serveurs. Et donc, du jour au lendemain, on a installé la partie EDR de SentinelOne, le lien, et de la même façon, en moins d'1 mois, j'ai 2500 serveurs qui sont arrivés dans le système. Donc, une difficulté à un moment au moment du déploiement, mais qui à la fin se termine et on fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Parfait. Je vous rassure, on a fait passer l'agent de catégorie super lourd à super léger, il n'y a pas très longtemps. Clément. Oui, je rejoins Patrick. Moi, c'est vrai que sur l'aspect endpoint, on a aussi pu déployer très rapidement les choses et dans un modèle un peu hybride, puisqu'en fait, nous, chez Shiseido, toutes les régions n'ont pas les mêmes produits. Et donc, par exemple, en IMIA, on avait déjà un EDR qu'on a pu directement interfacer avec la plateforme Taegis. Donc, en fait, en l'espace de... un quart d'heure peut-être, vous faites la connexion API et puis vous avez la télémétrie de votre EDR qui remonte dans la plateforme et qui peut être directement managée par les équipes Sophos. Donc ça, c'est vrai que c'est un quick win assez intéressant et finalement, c'est un déploiement quasi instantané. Et pour les autres régions qui n'avaient pas d'EDR en place, le déploiement d'un agent sur le poste s'est fait relativement facilement avec les équipes SecureWorks à l'époque qui nous ont assistés. Ça a été un peu plus douloureux sur les serveurs, je suis assez d'accord avec vous Patrick, notamment sur les serveurs SUSI, puisqu'on avait du SAP qui tournait sur ces serveurs, on n'avait quand même pas oublié SAP qu'on voulait protéger. Et donc au niveau infrastructure, c'est vrai qu'on a eu quelques incompatibilités, notamment sur l'ancien agent qui s'appelait RedClock. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec le nouvel agent Taegis. Et donc aujourd'hui, on a une couverture quasi complète, avec en plus des intégrations avec d'autres solutions
puisque le catalogue Taegis propose énormément d'intégration de solutions diverses et variées. Et donc, il est facile de les interconnecter pour que la télémétrie remonte et que ça puisse enrichir finalement les alertes que vont traiter les analystes côté service manager. Merci. Oui, effectivement, bon, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a toujours des petites pas problématiques de déploiement, mais en général, c'est plutôt pas mal passé dans vos cas respectifs. Alors, une fois que la solution est déployée, elle évolue. Il faut l'exploiter. Vous la voyez évoluer comment? Quels sont, parce que les besoins évoluent, les cybercriminels changent de technique tout le temps, les menaces changent également. Elle a déjà évolué pas mal, puisqu'on a intégré effectivement l'ensemble de nos appliances réseau. On a intégré Mimecast, qui est notre outil de protection des mails. On a intégré les alertes de sécurité en provenance à la fois d'AWS et d'Azure. Donc on a un tout notre écosystème effectivement aujourd'hui est sur la plateforme et nous donne une visibilité effectivement complète. On a évolué sur les postes de travail, donc on est passé de Red Cloud à Taegis. On a aussi maintenant à la fois Microsoft Defender et Taegis sur les postes de travail. Tout ça, ça rentre dans le système. On a évolué sur la partie usine, où c'est maintenant SentinelOne qui protège nos postes usines, qui remonte aussi dans le système. Donc, un des éléments majeurs, vu de ma fenêtre, de l'évolution de l'outil et de l'évolution aussi à venir, c'est la capacité d'intégration avec des outils d'origine diverses et avec une politique de licence qui est assez agréable de ce point de vue-là, puisque on est basé sur les endpoints et pas sur la masse de données qu'on intègre. Justement, j'allais venir dans le processus de sélection, en fait, l'ouverture vers des solutions tierces, ça faisait partie aussi. Ça faisait pas partie des critères, puisqu'on a choisi une réponse à incident. Donc c'était plutôt les aspects internationaux et coûts qui étaient à l'époque. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de changer. D'accord. Pour le coup, nous, c'était quand même un besoin, puisqu'en fait, moi, je voyais vraiment le Global SOC comme un concentrateur et une tour de contrôle qui puisse finalement collecter un peu les différentes sources d'outils de sécurité ou de logs de manière générale pour avoir finalement un seul endroit à aller investiguer et à aller traiter les alertes. Moi, sur les événements un peu à venir que je vois sur le projet, je pense qu'il y en a deux. Le premier élément, ça serait vraiment, et ça on l'a depuis le 1er janvier, la notion de délégation d'action de rémédiation sur les équipes Sophos. Aujourd'hui, en complément du service managé de détection, on a un service qui s'appelle Enhanced, et qui est en fait un niveau 3 dédié. Donc là où auparavant les équipes Sophos généraient une alerte, une investigation et l'escalader côté Shiseido pour que ce soit traité au niveau 3, aujourd'hui le niveau 3 il est également chez Sophos et donc ils ont une capacité de faire des premières actions de rémédiation en 24/7, 365 jours par an. Et donc ça, c'était des choses qu'on n'était pas capable, nous, d'adresser d'un point de vue organisation chez Shiseido. Donc là, moi, c'est vraiment sur ce volet service où je vois finalement une valeur ajoutée et des éléments futurs. Voilà, la capacité à déployer des playbooks, déployer des actions de rémédiation automatique pour qu'en fait le temps de réponse sur un incident soit le plus faible possible en utilisant à la fois les compétences des experts Sophos et à la fois les actions automatiques et éventuellement un peu d'IA derrière. Je ne vais pas vous demander si vous avez constaté l'incident de sécurité et si les experts Sophos étaient à la hauteur, mais j'imagine que oui. Alors, si on prend un service, on s'attend normalement. Voilà, tout à fait. Alors, on a parlé beaucoup de solutions, sélection de la solution, déploiement, par le niveau opérationnel aussi, on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la gouvernance. On a tendance à dire que la cybersécurité doit passer de la salle de serveur au comité de direction, au même titre que la finance, tout à l'heure on en parlait, ou que les ressources humaines. La gouvernance de la cybersécurité, chez vous, ça se constate comment? On va commencer par Clément. Ouais, déjà, je pense que le premier élément à dire, c'est que quand on parle à la direction générale, il faut rester pragmatique. Ça me paraît inconcevable d'aller voir un directeur général et lui parler de MXDR, de DR, de log ou je sais pas quoi. Je pense que ça c'est clairement pas possible. Il faut rester pragmatique, il faut essayer de lui dire ce qu'on peut couvrir en termes de risque, ce que lui peut attendre des
des équipes cyber, lui expliquer les menaces, lui expliquer l'accélération des menaces, peut-être aussi les nouvelles menaces qui émergent, comme l'IA. Nous, par exemple, chez Shiseido, aujourd'hui, on a un comité IA qui s'est créé et qui, en fait, capte les différents besoins que pourrait exprimer le business, qui essaye de traiter au mieux ces nouvelles problématiques pour faire en sorte que ce risque lié à l'IA soit le plus maîtrisé possible. Donc voilà, moi je pense que si on veut parler gouvernance et parler à la direction générale, il faut, on va dire, le plus possible rester sur des notions simples et pragmatiques. Des indicateurs, des rapports Des indicateurs, des rapports, moi c'est vrai que je peux citer par exemple, avant qu'on ait implémenté le Global SOC, je pense que, de manière générale, on était sur un temps pour répondre à une alerte de l'ordre de la journée, pour vous donner un ordre de grandeur. Et aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de la demi-heure pour que ce soit détecté et qu'on ait une investigation, on va dire, chez Shiseido, et de l'ordre de 2 heures pour que derrière, ça soit clôturé, ou en tout cas qu'on ait des premières actions de rémédiation à mettre en place. Ça, c'est des choses qui parlent parce que c'est des métriques qu'on peut toucher du doigt. Et donc, quand on vient expliquer à un directeur général qu'aujourd'hui, un attaquant, en l'espace de, je sais pas, 12 heures, il peut être chez vous, si vous lui dites que vous répondez en une journée, s'il n'est pas bête, il fait vite le calcul dans sa tête et il se rend compte qu'il y a un risque. Là, si vous lui dites qu'en l'espace d'une demi-heure ou 2 heures, vous arrivez à contenir une première menace, c'est pareil, il se rend un peu compte que la situation est quand même un peu plus sereine. Patrick, vous l'aviez évoqué un petit peu. C'est très similaire, c'est effectivement la vision, la demande en matière au niveau du COMEX, elle n'est pas d'avoir les éléments techniques, elle n'est pas de savoir quel outil on utilise ou quel autre, elle est d'être rassurée sur notre capacité à faire face à un incident, sur avoir une compréhension de comment la menace globale s'applique au contexte Quadient et comment qu'est-ce qu'on constate nous dans notre vie tous les jours. Donc là, effectivement, quelques indicateurs sur les temps de réponse à l'incident. Enfin, on parle vraiment de choses tout à fait similaires. Après, un autre élément qui m'a servi dans la solution, c'est les bulletins de la Counter Threat Unit, parce que ça m'a permis plusieurs fois alors qu'il y avait une alerte qui arrivait sur les news, d'être capable de répondre dans la journée ou dans la demi-journée en disant oui, on sait, on a été informé par notre fournisseur, voilà la situation, on est dessus. Donc, tout ce qui est service de surveillance, de chasse, etc. et de reporting proactif, ça a une vraie valeur aussi. Alors, encore 2-3 questions, après je laisserai le micro dans la salle pour que vous puissiez poser des questions également. Aujourd'hui, on dit que, comme pour tout bon sportif, la performance passe par l'entraînement. Un entraînement régulier et intensif. Il en est de même dans toute bonne posture de cybersécurité. Alors, moi je m'interroge, est-ce que nos clients font des exercices de tests, de sensibilisation des équipes au sens large, y compris la direction générale, à la posture de cybersécurité à avoir et des réactions à avoir en cas de cyberattaque. Clément ? Oui, on parlait effectivement de direction générale à l'instant. Nous, on a participé, et je pense que certains dans la salle ont dû également participer à Rempart 25 le mois dernier, qui a été l'exercice organisé par l'ANSSI pour répondre à une crise d'origine cyber massive. Nous, on a pris le parti de faire jouer la direction générale, donc le COMEX, avec des fonctions clés pour voir un petit peu comment on se situait dans cette réponse à une crise. Ça a été extrêmement positif. Les membres du COMEX se sont sentis très impliqués et on a pu véritablement en tirer des conclusions très intéressantes et qui vont nous aider derrière à pouvoir évangéliser sur ces sujets cyber. Parce que voilà, le retour en 2 mots, ça a été, c'était dur et on a encore du chemin à parcourir si on veut
on va dire, répondre à une crise de manière la plus efficace possible. Donc moi, c'est vrai que de manière générale, on essaye de faire au moins un exercice par an. Là, cette année, c'était avec le COMEX. Les années précédentes, c'était avec des équipes opérationnelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sans s'entraîner, on n'est pas capable de dire si nos processus un peu théoriques fonctionnent. Donc l'entraînement, à mon sens, c'est véritablement un pilier, en tout cas dans nos métiers et dans la façon dont on gère la sécurité opérationnelle. On est dans une situation très similaire. Je répondrai d'abord au niveau de l'équipe cyber. Au niveau de l'équipe cyber, on fait suffisamment face sur le nombre d'endpoints, avec des incidents, heureusement la plupart du temps mineurs ou peu s'en faut, pour qu'ils sont échauffés, il n'y a pas de souci. Par contre, là où on voit, il y a une vraie voie d'amélioration, c'est sur la réponse à la crise, c'est sur l'organisation d'exercices de gestion de crise au niveau management et au niveau pilotage. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu pour cette année. On a dû le retarder un petit peu par rapport à ce qui était prévu, mais c'est effectivement un plan et quelque chose sur lequel le COMEX est demandeur. Oui, de plus en plus, on demande, je vois nos clients nous font part de la demande des COMEX de documentation en fait des procédures et des bonnes pratiques à adopter en cas d'incident et de faille de cybersécurité. C'est vrai que on constate que certains individus sont attaqués à titre personnel et n'ont pas toujours les réactions adéquates en fonction de la procédure que l'on a mise en place. Oui, je vois qu'on fait signe au fond de la salle, donc on va bientôt laisser la place aux questions. Alors, juste, j'ai deux dernières questions. Une toute simple, on n'est pas obligé d'y répondre parce que c'est un sujet vaste et générique. Tout le monde en parle, on le met à toutes les sauces, l'intelligence artificielle. Ça vous parle? Ça vous dit quoi, monsieur le général? C'est très complexe parce que, comme vous le savez, maintenant de l'IA, il y en a partout. Et le business veut de plus en plus l'utiliser parce que c'est vrai que ça facilite énormément et on n'a pas envie de prendre de retard sur les concurrents à ce niveau-là. Je pense que la difficulté majeure, c'est de réussir à le contrôler. Et nous, par exemple, chez Shiseido, au niveau de la navigation Internet, pour prendre un exemple très concret, si vous bloquez une URL qui utilise de l'IA, en fait, vous allez bloquer un grand nombre de personnes et vous allez vite être contacté parce que Pierre, Paul ou Jacques n'arrivent pas à faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Donc ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui un véritable défi. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le comité IA qui essaye aujourd'hui de définir finalement une politique et une sorte de guide de bonne pratique avec une charte IA pour essayer de sensibiliser aussi un peu les utilisateurs à ce qu'il faut faire, à ce qu'il ne faut pas faire et à sélectionner aussi des outils sur lesquels on peut par exemple faire des tenants un peu plus privés pour se dire que voilà, on limite le risque de fuite de données parce qu'on est dans un environnement un peu plus clos. Donc voilà, je pense que l'idée c'est de ne pas forcément dire complètement non à ces évolutions, mais comment on peut les contrôler au mieux et surtout avoir la visibilité sur ce que fait un utilisateur et ce qui peut éventuellement amener un risque sur ces sujets-là. Merci. Pour nous aussi, c'est une vraie difficulté. On avait essayé d'anticiper à peu près il y a 2 ans en établissant une charte d'utilisation d'IA et en mettant à disposition des outils dans un environnement contrôlé. Et on voit qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, on vient de mettre en place un IA Council, donc similaire, un organe de gouvernance. On va ouvrir un petit peu plus à plus de diversité dans les outils autorisés. Et de l'autre côté, je vais aussi commencer à utiliser des outils de DLP pour bloquer les sites d'IA ou l'utilisation de documents corporate vers des sites d'IA pour effectivement commencer à refermer, ouvrir d'un côté et fermer de l'autre pour contrôler le système. Alors c'est un vaste sujet, on parlait tout à l'heure d'éducation et d'entraînement, on voit de plus en plus les deepfakes arriver, des nouvelles techniques, le quishing, le phishing, tout en ing, qui font peur, donc effectivement avoir des conseils ou des groupes dédiés à l'IA pour effectivement apprendre toutes ces nouvelles techniques nous semble très important également. Moi je pense qu'en termes de projets à venir, il y a notamment l'aspect automatisation où aujourd'hui en fait on se rend compte que faire des actions manuelles et enchaîner les actions manuelles ça ne suffit plus parce que les temps sur les attaquants se réduisent de plus en plus. Donc là je pense que voilà, il y a un gros défi là-dessus d'automatisation, de mettre en place des chaînes qui puissent être fiables parce que c'est toujours
toujours un peu, on va dire, compliqué de se dire qu'on va mettre en place une action de rémédiation automatique sur un serveur. Je pense que voilà, on ne dort pas très bien quand on met en place ce genre de playbook. Donc essayer voilà, de se rassurer en tout cas et de mettre en place ce genre d'action de rémédiation automatique. Et peut-être en dernier point pour l'audience et peut-être pour revenir un peu sur le sujet du SOC, aujourd'hui je pense que sur ces projets un peu de transformation, en tout cas de déploiement à grande échelle, je pense qu'il faut aussi essayer d'y aller pas à pas. Nous, quand on a déployé le SOC, on l'a fait région par région. On n'a pas voulu faire ça forcément en Big Bang. Et je pense que ça a été un élément aussi important, c'est que on a pu le faire au fur et à mesure et voilà, ne pas tout perturber d'un coup. Donc essayer d'y aller petit à petit plutôt que de tout vouloir faire d'un coup et que ce soit un enfer à gérer. Merci. L'automatisation, c'est un sujet. Un autre sujet, c'est de continuer à augmenter l'assiette de la visibilité, augmenter ce à quoi ça me donne accès. On a de plus en plus de fournisseurs SaaS qui aussi fournissent des accès à leur log à travers des interfaces disponibles ou pas dans la plateforme. C'est le genre de choses sur lesquelles on va aussi travailler. Encore une fois, gagner de la visibilité. Je pense que c'est l'élément majeur qui fait que cette plateforme convient mais à nos besoins. C'est effectivement la flexibilité, la capacité à intégrer soit des nouvelles solutions, soit des évolutions de solutions existantes dans une vision globale. Merci beaucoup. Donc l'automatisation, important. L'intelligence artificielle et votre ami. Ouais. Bon, je vois qu'on est pas mal sur le timing. Là, on est à 44, on finit à 45. Bon, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre retour d'expérience, pour votre confiance aussi en tant que client. Et je vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci à tous. Merci. Merci, monsieur.